Bonjour les amis, j'avais promis en tout cas faire un tuto ce soir sur l'inventaire des stocks et donc j'ai fait toute la programmation avec les stagiaires qui étaient en cours et donc il fallait d'abord définir ce qu'on entendait par un inventaire. Un inventaire, c'est faire un comptage physique de toutes les marchandises présentes dans le magasin, c'est-à-dire on parle de surface de vente et aussi au niveau de la réserve. Et donc, le travail aujourd'hui a consisté, en tout cas, euh, de faire la programmation. Ils ne sont pas, en tout cas, analystes programmeurs. Bon, c'est vrai que M. Abadoukou a cette double compétence d'être aussi informaticien dans l'informatique de gestion et en même temps enseignant dans l'économie, statistique et puis pas mal d'autres domaines. Donc, j'essaie un peu de borser tout ça. C'est ce qui me met un peu à l'aise au niveau de la comptabilité des stocks, on appelle la gestion des stocks. Et donc, j'ai repris le programme. Et donc, on va passer sur ce que j'ai fait ce matin. Voilà, nous avons un inventaire ici. Ça, c'est l'inventaire de niveau 2, mais j'aurais préféré parler rapidement de l'inventaire de niveau 1 qu'on appelle la tenue de stock, et puis parce que ça ne tient que compte de la quantité. Et là, on peut basculer facilement dans ce qu'on appelle le jugement de valeur. C'est-à-dire que lorsque vous terminez votre exercice comptable, en comparaison de deux magasiniers ou de deux agents de la tenue de stock simplement, qu'est-ce qui va leur arriver? L'autre qui termine avec deux baguettes et l'autre terminant avec deux congélateurs, on voit bien que 2 égale à 2 et que finalement on rentre facilement dans un jugement de valeur. Or, la valeur n'a pas à être jugée et donc il faut aller un peu plus loin, donc faire la gestion des stocks, c'est-à-dire d'introduire le prix, c'est-à-dire le coût. Donc là, j'ai vu dans ce qui était prévu tout à l'heure, dans l'original de ce que j'allais rechercher, en tout cas dans les ordinateurs, les vieux ordinateurs en tout cas, et refaire le programme de gestion des stocks, et puis de faire prendre conscience à ceux qui ont l'habitude de travailler dans la comptabilité des stocks, ne pas confondre les flux. À l'entrée, et effectivement, il y a une entrée au niveau des stocks, au milieu, pour faire tampon entre l'entrée et la sortie, nous avons ce qu'on appelle le stock. Et les stocks ont tendance de faire des inventaires, en tout cas périodiques. Ça peut être du tournant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, l'inventaire en fin d'exercice comptable, qu'on appelle l'inventaire général. Il arrive aussi à cet inventaire de niveau 1, c'est-à-dire que par la formule, hein, tout le monde connaît comment est-ce qu'on fait un inventaire. On doit sortir un état, c'est-à-dire le stock théorique, et puis on envoie en tout cas des magasiniers, des inventoristes, on appelle ça, d'aller sur place, sur le terrain, d'aller localiser les produits et puis faire cette opération de comptage. Donc la formule de la démarque, c'est en tout cas le stock théorique moins le stock réel. Et quand on parle de démarque, nous sommes toujours dans cette relation binaire. Si elle est connue, quelque part, il y aura aussi l'inconnu. Donc, qu'est-ce que j'entends par la démarque connue? Elle comprend la casse, les produits abîmés, les produits périmés et les réductions des prix. Maintenant, quant à la démarque inconnue, il s'agira principalement des erreurs de caisse, du vol de produits, ce qu'on appelle des articles, du fait aussi du personnel et des clients. Son évaluation peut être faite à la fin aussi de l'inventaire. Donc la démarque est égale au stock théorique moins le stock réel. Bon, ça c'est au niveau de la tenue de stock. Et maintenant, puisqu'on sait que chaque produit n'a pas la même valeur, c'est-à-dire que, en tout cas, la manière qu'on gère les pains et la manière qu'on gère les congélateurs, je pense que chaque produit a sa politique et donc il y a aussi des produits qui mobilisent un peu plus de capital et donc notre regard sera porté vers ces produits-là. Et donc ici, hein, on verra que je vais basculer en langage machine. Donc ici, j'ai le coût directement, le pourcentage de marge ici,
et que je tombe là directement, ça peut être un peu dur pour les stagiaires. Et donc, moi, j'ai eu à refaire le programme, en tout cas en ajoutant une ligne, en expliquant les formules à mes stagiaires, le code d'article ou référence simplement. Ici, c'est la partie, en tout cas, ce que j'appelle l'entête du document. C'est pas là où ça se joue vraiment. Désignation, catégorie. On peut aussi appeler ça famille, en tout cas, d'articles. Le stock initial, c'est le stock de départ. Ici, dans ce logiciel-là, puisqu'on parle du stock plancher, le stock plancher, pour nous, dans le langage moderne aujourd'hui, on parlait plus du stock minimal, hein, ce qui ne mettra pas l'entreprise en danger pour éviter les ruptures des stocks. Donc, et là, je pense le dixième, quand on divise par 10, effectivement, ils ont voulu prendre le dixième du stock initial comme stock plancher. Bon, c'est une variable, on peut mettre n'importe quoi. Si on est, en tout cas, on a très peur, on peut toujours élever la quantité du plancher, c'est-à-dire le stock minimal. Si on suppose qu'on a du mal dans les approvisionnements, ça peut aussi venir que le fournisseur est très loin, et donc on va un peu plus se prendre des précautions, essayer d'élever la quantité plancher. Et ça, ce sont les alertes. Ici, on est en dessin, ici. Et puis ici, on a le coût. Effectivement, la marchandise arrive, puisque au niveau des stocks, nous avons 3 onglets, c'est-à-dire l'entrée, stock, et puis sortie. Au niveau des entrées, il s'agit de faire cette chaîne d'achat, c'est-à-dire, puisque nous sommes dans la distribution, dans la vente indirecte, et puis on verra aussi le cas quand on sera dans la vente directe. Et donc la procédure veut qu'on passe une commande, ce qu'on appelle un BC, et puis cette commande, une fois qu'elle est réceptionnée à l'entreprise, c'est ce que j'appelle l'information en pointillé, et puis physiquement, je pense qu'il faut faire que, puisque c'est un contrat de vente, le client a payé, et puis il doit être élevé, et puis point final, il n'y a pas d'autre discussion là-dessus. C'est ce qu'on appelle une rencontre de volonté. Et donc la marchandise arrive à la réception, normalement avec un bon de livraison, mais puisque un gestionnaire de base de données est calé sur la théorie des ensembles, et que dans un ensemble, on ne peut pas répéter autant de A comme ça, et un seul A dans la collade suffit largement. Et puis pour éviter la confusion avec l'autre flux, parce que nous avons des flux entrant et sortant, ça risque de perturber l'ordinateur qui n'est qu'une mémoire artificielle, ce n'est pas une mémoire humaine, et donc il faudrait que la machine soit capable d'assimiler en tout cas ce qu'on lui introduit. Donc il y a un langage de programmation, une syntaxe bien rodée, les 2 points par exemple, ça veut dire addition, et puis il y a toute une grammaire là-dedans. Et donc la réception n'a pas vocation, hein, c'est une zone de transit, parce que si la destination n'arrive pas, le produit n'arrive pas dans sa destination finale, on peut avoir des problèmes de goulot d'étranglement. Dans les termes, en tout cas économiques, on parlerait plutôt de rendement décroissant. Donc, c'est l'entonnoir. Plus rien ne risque de rentrer. Après, le bon de réception va générer ce qu'on appelle, puisque la marchandise a été réceptionnée, et donc il faut établir une facture d'achat. Voilà à peu près cette chaîne, hein, en tout cas, d'achat. Après, au milieu, nous avons le stock qui est un tampon entre les 2 flux, entrée et sortant. Et donc, ça permet, en tout cas, le stock n'est pas nécessaire dans une entreprise, c'est un mal nécessaire. Ça permet simplement d'éviter des ruptures de stock qui sont très mal appréciées par les clients, et donc ça va immobiliser le capital, et donc on fera un peu plus attention, parce que nous sommes dans un monde dans une économie concurrentielle, et donc on fait attention à tout cela pour ne pas écorner en tout cas l'image de l'entreprise, et donc la qualité, c'est à notre dépend. Donc on va faire tous les efforts. Et ça ne veut pas dire que, en tout cas, acheter bêtement. Bon. Et donc, on aura au niveau du stock, le tampon, à faire des inventaires périodiques. Ça peut être un inventaire tournant, on ferme une partie du magasin, puisque les produits sont classés par famille, c'est-à-dire il y a des rayons, fruits et légumes, rayons, ordinateurs, ainsi de suite, et dans un souci en tout cas du chiffre d'affaires.
et donc on peut être amené à faire ce genre d'inventaire. Bon, il y a aussi, au niveau des inventaires aussi, on peut aussi parler, pas que des périodes, aussi faire un inventaire en fin d'exercice comptable. Donc c'est ce qu'on entend souvent par inventaire général, et qui d'ailleurs qui a une obligation légale, c'est-à-dire une obligation, en tout cas, de faire l'inventaire d'après le code de commerce et puis autre chose. Donc, c'est une obligation. Après cet inventaire, j'ai des gens j'ai des bips, je reçois des bips. Il faut un peu attendre à la fin pour que je ne sois pas perturbé dans ce cours-là. Donc, on disait, après l'inventaire, on peut aussi être appelé à demander à un inventariste simplement, il faut qu'il soit bon parce qu'il y a des gens qui sont négligents dans leur travail, ne rapporter que le résultat de l'inventaire permanent qui est sorti en tout cas de la machine. Et donc, il faut des gens vraiment affûtés, des gens sérieux. Et donc, on peut être amené, en cas de doute, d'envoyer un inventariste en lui indiquant simplement l'adresse et puis le nom du produit afin qu'il nous rapporte en tout cas le bon résultat. Cela s'appelle un inventaire aveugle. Maintenant, on arrive de l'autre côté puisqu'on avait dit que le stock faisait le tampon. Du côté du flux sortant, en tout cas les sorties, avec une chaîne classique connue de la vente. Et donc ça commence aussi puisque nous sommes en vente indirecte. Naturellement par un bon de commande qui va générer un bon de livraison. Le bon de livraison, non, on commencerait d'ailleurs par exemple par le devis. C'est plus long que la chaîne d'achat, le devis qui va générer, et puis le devis n'est pas obligatoire, qui va générer le bon de commande. Le bon de commande va générer le bon de livraison. Le bon de livraison qui a une double mission d'ailleurs, qui est là pour sanctionner les sorties des marchandises de l'entreprise et en même temps, c'est un ordre de mission pour ne pas se faire, en tout cas, contrôler par les pouvoirs publics, qui peut être la douane, la police. Et donc, c'est ce ordre de mission, ce bon de commande qui nous permet de faire la route. Et puis, en même temps aussi, le second rôle, c'est ce qui permet, c'est ce qui va générer, en tout cas, la facture de vente. Voilà à peu près le tour qui a été fait. Maintenant, au niveau de la programmation, parce que j'ai une double compétence à ce niveau-là, parce que je joue en même temps les comptables, en même temps je suis dans la programmation, en tout cas, d'Excel. Avec, bon, c'est vrai que j'ai la maîtrise de la fonction FDX, qui me permet des fois d'aligner trois variables. Et ce qui est encore très difficile, c'est ce qui fait que la plupart d'enseignants dans ce domaine de la comptabilité des stocks, ils n'arrivent pas à aller sur d'autres colonnes, ils s'arrêtent en si bon chemin, donc ça demande vraiment à aimer en tout cas l'informatique. Donc voilà, ici on a une quantité initiale, quantité plancher j'avais déjà expliqué, ça c'est le seuil, et puis au niveau du coût, pour avoir la marge, et donc il va falloir multiplier le coût par le pourcentage de marge, et puis ceux qui veulent, on peut multiplier par 100 pour ne pas à tout le temps à faire des opérations supplémentaires. Et c'est comme un moteur, vous êtes un bon mécanicien, si vous calez votre moteur, vous ne savez pas le caler, vous aurez du mal à le faire démarrer. Donc généralement, on pose le 100 en bas, comme ça, on est que pour n'avoir que la tension sur le numérateur. Donc le dénominateur, on peut le caler par 100. Et donc le coût qui va multiplier le pourcentage de marge, on arrive à la marge. Contrairement à ce qu'on a vu ici, du premier programme, ici, on est passé directement au prix de vente. Et donc, ça peut perturber les stagiaires. Et donc, je préférais ajouter une ligne pour la comparaison des stagiaires. Et donc, maintenant, pour avoir le prix de vente, il faut aller le coût plus la marge. Nous embarque dans le prix de vente. Bon, au niveau du coût aussi, il faut préciser autre chose. La liberté n'a pas de prix, c'est un coût. Et donc, le coût, c'est le deuxième niveau. Quand on fait la formation d'un prix, et je vais donner la formation d'un prix les niveaux. Le premier niveau, c'est le prix de vente brut. Maintenant, si vous savez négocier, moins les réductions qu'on appelle en logistique, la marge avant, certainement il aura une marge arrière
En comptabilité, ça sera le SCOMP. Chez nous, ça sera ce qu'on va appeler la marge avant entre les distributeurs et tout ça. Bon, alors, on reviendra. Et donc, le deuxième niveau, c'est le coût. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de remise, notre prix d'achat brut est égal au prix d'achat net. Vous ajoutez les frais d'administration de transport, on monte au niveau coût. Donc, on est au deuxième palier. Le troisième palier, ça sera le coût, puisqu'on va vendre. L'entreprise a des charges, les salariés qui sont là, en tout cas, il y a des charges, l'électricité, tout ce qui peut rentrer, qui peut être considéré comme charge. Donc, l'entreprise, il faudrait qu'il mette un peu la marge sur le produit et pour pouvoir faire face et puis à son développement, ainsi de suite. Et donc, on va ajouter ce qu'on appelle une marge. La marge, le coût plus la marge vont nous embarquer à ce qu'on appelle le prix de vente hors taxe. Et puis le dernier palier, le quatrième en tout cas, l'État est un agent économique au même titre qu'un client, au même titre qu'un fournisseur, au même titre qu'une banque, parce que quand on parle de l'économie concurrentielle, ce n'est pas la finance qui est au centre, on va dire que c'est l'économie qui bâtit la finance. Donc autour des entreprises et ses concurrents gravitent en tout cas le fournisseur, le client, les banques et les financiers qui sont là, et puis l'administration fiscale comme ressource de l'État, ce qu'on appelle les impôts, donc la TVA, qui est collectée d'ailleurs par les commerçants. C'est un impôt indirect, et puis voilà, je ne vais pas rester sur ça, et tout le monde a compris. Donc ici, on arrive ici. Après, au niveau de la vente, vous avez des vendus ici, de retour en stock, perdus endommagés, de nouveaux stocks, et puis pour faire toute cette programmation que les autres avaient pu faire à l'époque, voilà, j'ai pris ce même tableau pour faire une programmation. Là où c'est plus difficile, je pense que c'est à ce niveau-là pour fixer le seuil. Et donc, on va utiliser la fonction f de x. C'est ce que je disais, qu'il fallait faire une programmation avec 3 variables et qui est très redoutable. Et puis, c'est pas donné à n'importe qui. Et puis, on y va. Et donc, je suis arrivé ici. En ça, j'ai défini. Pour avoir la marge, vous avez la formule ici. Voilà, j'ai mis le 100 pour caler, pour que on n'ait qu'à s'intéresser sur le numérateur. Le dénominateur est calé, c'est comme un moteur. J'avais dit si c'est calé, et puis c'est bon. Si vous n'avez pas calé un moteur, vous n'êtes pas mécanicien, vous êtes un taulier. Voilà. Et donc ici, c'est fait. Le calcul de la marge aussi, on le voit ici. Après, pour avoir le prix de vente, j'avais dit qu'il fallait additionner le coût plus la marge. Et vous avez la formule ici. La formule est là. Après, on va évoluer. Ici, il faut reprendre tout le total des ventes, on les place ici. J'ai mis en tout cas les couleurs pour les formules. Et donc là, j'ai utilisé en tout cas le sigma, hein, le symbole sigma, somme, pour que je n'ai pas à additionner tout ça. Il suffit qu'on ait 100 lignes, qu'on soit perturbé à ce niveau-là. Donc ça, c'est le mois de janvier, ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre. Tout ça, ça a été additionné et je l'ai placé ici dans les totals de vente. Et c'est ça la formule ici. Je vais vous embarquer dans la formule. Donc, je fais 2 points, ça veut dire qu'il fallait aller au mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc qui représente chez nous ici, en tout cas la 12e ligne, hein, colonne B, 12e ligne, et puis les 2 points, qui veut dire plus, 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 plus. Mais donc, comme si vous connaissez la syntaxe Excel, ce qu'on appelle la grammaire, ce langage de programmation, et ça nous facilite la tâche pour ne pas faire des erreurs, et on est là. C'était quoi ici? J'ai touché quoi? Et donc, je reviens. Voilà, c'était ça. Les 2000, on les a trouvés. Ici aussi, c'est pareil. Pour trouver la somme ici, les 350, j'ai fait la même chose. Ici, pour trouver les 50, j'ai utilisé la même formule. Hein. Voilà, on peut lire ici, tranquillement. Ce sont les mêmes formules. On part toujours de la 12e ligne, c'est-à-dire qui représente le mois de janvier pour atterrir au mois de décembre. Donc, ça, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Maintenant, ce que je disais me distinguer d'autres comptables de stock, c'est de savoir différencier le coût
et le prix de vente. Et donc, on ne peut pas faire un inventaire avec ce qu'on appelle une sortie, une input, alors que quand on parle de l'inventaire, ici, il s'agit en tout cas des acquisitions, de la possession, de la marchandise qui est dans l'entreprise. Et tant qu'elle n'est pas vendue, en tout cas, ça reste un souci pour l'entreprise. Maintenant, euh, pour, euh, pour vendre, effectivement, on met de la marge et ce qui a généré ici le chiffre d'affaires. Donc, faire un inventaire sur les prix de vente me gêne énormément. Et donc, c'est une sortie, ce n'est pas un patrimoine, ce n'est pas une possession. Et donc, ici, on voit naturellement le chiffre d'affaires. On a été chercher, c'est quoi? Ici, nous avons des ventes de 2000. Alors, il faut aller chercher le prix de vente, 30. Et si vous multipliez, naturellement, vous arrivez ici. Donc, ici, le nouveau coût, on va voir 500 ici. Le nouveau coût, 500. Ici, nous avons 25 ici en quantité. On va aller chercher à le multiplier avec son coût. Donc, 25 multiplié par 20, ce n'est pas par le prix de vente. Effectivement, nous avons ici 500. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne pas confondre ce qui va sortir et ce qui reste dans l'entreprise. Bon, maintenant, on a fait l'exercice jusqu'à la fin, au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on constate? On a, en tout cas, 25 qui restaient en stock. Alors que les 25, il fallait les chercher, et ça a un coût, parce que c'est une possession, c'est ce que je disais, ce n'est pas une vente. Donc, on va multiplier 20 par ce qui est resté. Et puis, pour avoir cette quantité ici, hein, qu'on a écrit en bleu, pour dire que c'est là qu'il y aura la difficulté de toute la programmation. Et donc, il fallait, en tout cas, refaire ce qu'on appelle les cadences de vente pour arriver à ce stock-là. Vous voyez, 25. J'ai mis 25 ici. Je vais aller chercher la formule. Vous avez tout ce que j'ai fait. Alors, je suis parti ici pour avoir ce stock-là. Je suis parti du stock initial. C'est ce qu'on appelle les cadences de vente. Je suis parti du stock initial qui est positif pour moi. Après, le total de vente ici, c'est négatif. Il faut faire à moins. Les perdus, c'est encore une soustraction. Le retour, c'est une addition parce que ça rentre dans l'entrepôt. Le nouveau stock aussi, puisqu'on a commandé, ça rentre dans les stocks. Donc, il fallait procéder par ce qu'on appelle les cadences de vente, ce qui donne ce 25-là. Les 25, vous avez la formule ici. Donc, voilà, j'ai démarré par le stock initial. Après, il y a des livraisons là-dedans, et puis il y a des casses là-dedans, et puis ainsi de suite. Et puis voilà, la formule pour trouver en tout cas les stocks en quantité. Et puis ces stocks-là, puisque c'est 25 qui restent, on ne va pas multiplier en tout cas 25 par le prix de vente, sinon ça serait fausser l'inventaire, puisque c'est une possession, on a multiplié les 25 avec 25 multiplié par 20, on a trouvé les fameux 500, donc c'est une possession. Maintenant, ici, pour faire les seuils, alors ça demande encore là à utiliser plusieurs variables. Et donc, je suis parti hein, dans la formulation. J'ai dit que le stock initial ici, vous avez la formule, le stock initial ici, bon, ça serait un peu très complexe de le faire ici parce que je jongle avec la caméra. Je vous laisse ainsi la formule. C'est-à-dire que j'ai pris trois variables que j'ai alignées. Si c'est inférieur à 240, on est en dessous du plancher, c'est-à-dire l'entreprise sera en difficulté. Ici maintenant, pour que l'entreprise ne soit pas en difficulté, il faut être en tout cas au-dessus de 240. Bon, on va les vérifier ici. Tout ce qui est blanc, on peut écraser, sont des variables. On va regarder toute cette colonne-là. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, on va voir. Donc, ici, c'est un stock qui fait mal à l'entreprise parce que c'est 25, puisqu'on a dit que le minimum, le stock plancher, devait être à 240. On voit bien qu'on est en dessous du stock minimal. Je vais essayer de changer le chiffre. Essayons de mettre 2500. Vous allez voir que les choses vont changer. 2500. Je valide. Je fais une entrée. Tac. Je pousse ici. Eh bien, nous avons 125. Nous sommes toujours en deçà du minimum. Bon, maintenant, on va encore essayer de donner notre chiffre. Allez,
3600. 3600, je valide, je fais une entrée. On va voir que si ça... Ah, là, ça me dit qu'on est quand même au-dessus du stock. L'entreprise peut être sereine, ne va pas souffrir de rupture de stock parce que le stock est à 1000 et quelques. Donc, la formule a bien fonctionné. Et donc, je vous invite, je pense que un samedi, on pourra travailler avec un tableau, mais il faudrait que quelqu'un tienne un peu la caméra ou le portable pour faire ce genre d'exercice parce que j'ai une main qui est coincée par rapport à ça. Et puis voilà ce qu'il fallait démontrer. Et merci pour tout. On va dire à très bientôt. Merci beaucoup.